Ce 17 juillet, c'est une soirée exceptionnelle que nous vous proposons. Vous allez enfin tout savoir sur le monde de Disney. Ensemble, nous allons découvrir les secrets et mystères de ce mythe. Et vous pénétrerez dans des coulisses encore jamais dévoilées. Un empire gigantesque qui vient de fêter à Los Angeles les 60 ans du premier parc d'attractions du monde, inauguré le 17 juillet 1955. Vous allez pénétrer au cœur de la plus puissante machine à rêve de l'histoire, mais aussi dans le parc de Paris qui nous a exceptionnellement dévoilé ses secrets. Quand ils ont fabriqué Paris, ils l'ont fabriqué sans les défauts. Vous comprendrez pourquoi les stars adorent ces attractions. Nous vous emmènerons au cœur de la parade et de ses personnages cultes. Nous vous dévoilerons aussi les secrets de fabrication du château de la Belle au Bois dormant, qui devait absolument faire français. On ne pouvait pas, au pays des châteaux, construire un château de carton-pâte. Un château qui, le soir venu, s'embrase autour d'un son et lumière. Nous vous expliquerons pourquoi les enfants stars sortis de l'écurie Disney partent en vrille. Oui, elle est vulgaire. Oui, elle fait des trucs obscènes. Vous allez tout savoir sur la grande et la petite histoire des égéries Disney, jusqu'au triomphe de Violetta, le nouveau phénomène mondial venu d'Argentine. Violetta, c'est une gamine incroyable. Mais qui se cache derrière cet empire? Nous vous raconterons l'incroyable histoire de son génial créateur, Walt Disney, l'homme le plus oscarisé de toute l'histoire du cinéma. On a dit qu'il avait eu sa carte au parti nazi. Mais le monde de Disney, ce sont aussi des tubes planétaires, interprétés par les plus grandes voix. Un jour, mon prince viendra. Enfin, vous apprendrez les secrets de fabrication des dessins animés qui ont bercé notre enfance. Chez Disney, on n'y croyait pas. Jusqu'à leur plus gros succès. La Reine des Neiges, au box-office, réalise un peu plus de 1,2 milliard de dollars. Ce soir, poussez les portes du rêve et plongez au cœur de la magie. L'histoire de la vie. Juillet 2015, Los Angeles, il est 5 h du matin, la mégalopole dort encore, enfin presque. Une scène surréaliste se déroule à l'entrée du premier parc d'attractions du monde, Disneyland Californie. Un parc que les Américains considèrent comme un monument national. Les Français ont la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel et la baguette. Les Américains ont hamburger et Disneyland. Et aujourd'hui, c'est un très grand jour. Plusieurs milliers d'Américains ont littéralement campé à l'entrée du parc Disneyland d'Anaheim en Californie pour être certains de pouvoir assister à l'événement de l'année. Les 60 ans du premier parc d'attractions au monde, un anniversaire de diamant. Je suis ici car c'est un anniversaire exceptionnel. Je me devais d'être là pour le célébrer. C'est incroyable. Un événement national largement couvert par les plus grands médias. C'est une véritable hystérie qui a lieu ici sur Main Street. Des milliers de fans sont derrière moi et ils ont attendu toute la nuit pour célébrer cet anniversaire. À 6 h du matin, ils sont déjà 40 000, une foule énorme qui contraint les organisateurs à ouvrir bien plus tôt que prévu. 5, 4, 3, 2, 1... Ça y est, c'est le 60e anniversaire du parc qui peut commencer. Une véritable marée humaine envahit le parc. Car depuis sa naissance, l'univers de Mickey a touché jusqu'à 3 générations. On est venu pour célébrer les 60 ans du parc Disney avec toute ma famille. Et pour célébrer cet anniversaire et faire rêver les fans du parc, Disney a mis les moyens. À commencer par la façade du légendaire château de la Belle au Bois dormant. Pour cette occasion, il a été entièrement recouvert d'une parure d'imposants cristaux de roche, taillés à la main.
Et le parc s'est aussi mis sur son 31 la nuit. La traditionnelle parade nocturne de Main Street a été entièrement revisitée. C'est un hommage à la parade historique créée par Walt Disney, mais revisitée avec les toutes dernières technologies de pointe. Nous avons plusieurs milliers de lampes LED qui donnent au spectacle une dimension féerique jamais vue auparavant. Une féerie qui a coûté 1 500 000 $, rien que pour l'éclairage. Et avec plus de 80 figurants qui dansent autour de 8 chars, cette parade est aujourd'hui la plus chère de tous les parcs d'attractions au monde. Une manière d'afficher la puissance de la machine Disney, véritable incarnation du rêve américain. Disney dépense des sommes folles pour fêter le premier parc à thème, 1955-2015, parce que c'est un élément qui est un élément décisif de l'influence américaine à travers la planète. Et bien évidemment, le clou du spectacle des 60 ans du premier parc Disney, c'est son feu d'artifice. Une débauche de lumière qui fait la fierté de son concepteur. Ça a été très difficile à réaliser. C'est quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant. En l'espace de seulement 15 minutes, 300 fusées multicolores, dont 100 juste pour le seul bouquet final, déchirent le ciel californien devant plus de 100 000 spectateurs restés au parc pour l'occasion. Un 60e anniversaire que n'aurait pas renié Walt Disney lui-même. Mais si le parc californien est le plus ancien, selon les spécialistes, celui de Marne-la-Vallée est le plus beau jamais construit. Dans les années 90, après avoir longuement hésité entre la France et l'Espagne, la Walt Disney Company choisit d'installer son 4e parc à quelques kilomètres de Paris. Un projet titanesque de plusieurs milliards de dollars. En à peine 4 ans, un nouveau monde sort de terre. 80 hectares de manèges, attractions, hôtels et restaurants sont construits autour d'un château de contes de fées. Et chaque jour, depuis plus de 20 ans, 45 000 personnes visitent Disneyland. C'est comme si toute la ville d'Angoulême s'y rendait en même temps. Et en un an, plus de 14 millions de visiteurs arpentent le parc. Lorsque l'on va dans ce parc, toute génération confondue, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher notre enfance. Une enfance que le public vient chercher au travers des parades et de tous les personnages de dessins animés créés par Walt Disney qui défilent plusieurs fois par jour dans Main Street. Que ce soit pour les grands-parents, que ce soit pour les parents ou pour les enfants, eh bien, on y va tous pour une même raison. Et cette raison qui motive le public, c'est aussi les 59 attractions imaginées par les ingénieurs de Disney. Des attractions qui, pour certaines, comme la célèbre Tour de la Terreur, ont coûté plus de 100 millions d'euros. Ou encore Space Mountain, avec ses montagnes russes dans l'obscurité. Mais la toute dernière attraction née en 2014, celle qui attire aujourd'hui le plus de monde, c'est Ratatouille. Il a fallu 5 ans et plusieurs dizaines de millions d'euros pour donner vie à ce nouveau manège. Pour l'accueillir, Disneyland a même reconstitué une copie de Paris. Ratatouille, l'occasion pour tous, stars et anonymes, de se mettre dans la peau d'un rat. Tous ces éléments de décor, c'est assez impressionnant. C'est vraiment formidable, cette attraction. Vraiment. On a vraiment l'impression d'être dans le film et d'être un rat. C'est un peu le Paris qui n'existe plus et on aimerait qu'il existe encore comme ça. Mais non, c'est fini ça. Mais ce parc souhaité par le président François Mitterrand a divisé la France. À l'époque, il suscite de très violentes critiques et de nombreux intellectuels se mobilisent contre l'invasion de la culture américaine sur le vieux continent. La première critique, c'est votre château, celui de la Belle au bois dormant, c'est un château en carton-pâte. Vous, Américains, vous n'avez pas d'histoire. Vous, Américains, n'avez pas de culture. La vraie histoire, la vraie culture, elle est chez nous. Une pluie de reproches tombe sur le projet. La presse se déchaîne contre l'arrivée de Mickey. Toutes les critiques sur l'Amérique se concentrent sur ce parc d'attractions. Dans ce parc d'attractions, on mange américain, c'est la malbouffe. Tous les prétextes sont bons pour couler Mickey. On parle même de Tchernobyl culturel. Dans ce parc d'attractions, on fait travailler des gens, mais il n'y a pas de code du travail. C'est normal, vous les Américains, vous ne respectez pas le code du travail. Mais ce qu'on reproche le plus au diable américain,
c'est l'influence négative supposée sur les petits Français. Nos enfants arrivent dans ce parc et ressortent en étant des petits Américains. Malgré la polémique, les travaux continuent. Les équipes venues de Los Angeles font appel aux meilleurs talents français dans tous les domaines. En télévision, Gérard Louvain a été choisi par Disney pour produire l'émission de lancement. Ma première visite à Marne-la-Vallée, le parc pour moi c'est un champ de betteraves. Donc avec des tracteurs et tout, je suis dans un hélicoptère avec le président de Disney, il me dit là il y aura le château, là il y aura ci, il est fou. Achevé en 4 ans, un temps record pour un tel chantier, la polémique sur l'américanisation de la France est oubliée et c'est le 12 avril 1992 que se déroule la cérémonie d'ouverture, un événement désormais attendu par la France entière. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Une cérémonie retransmise dans le monde entier. Le show est vu par des centaines de millions de téléspectateurs. C'est vrai que Disney a eu le temps de se perfectionner avec tous leurs parcs. Et quand ils ont fabriqué Paris, ils l'ont fabriqué sans les défauts. C'est un succès immédiat. Le public répond présent et se presse pour découvrir ces attractions révolutionnaires venues des États-Unis. Stars, politiques et anonymes veulent tous goûter au monde de Mickey, made in France. C'est formidable. C'est comme aux USA, si pas mieux, parce que c'est nouveau et il y a des nouvelles attractions. C'est super. Mais ce qui impressionne par-dessus tous les visiteurs, c'est la pièce maîtresse du parc, le fameux château de la Belle au Bois dormant. Pour le bâtir, ces architectes ont parcouru la France entière avec un seul objectif, absolument s'inspirer de notre patrimoine. Ce petit château, il est inspiré d'un certain nombre d'éléments du patrimoine français. Ils ne pouvaient pas, au pays des châteaux, construire un château de carton-pâte. C'est parce que pendant les 4 ans de sa construction, tout a été étudié dans les moindres détails, il fallait absolument lui donner une âme et surtout faire français. Ce château neuf et unique devait passer pour une construction classique et ancienne, le pur produit du génie made in France. La forme générale du château fait penser au Mont-Saint-Michel. Vous allez trouver les tuiles peintes qui font des losanges. Vous changez la couleur, et vous avez les hospices de Beaune en Côte d'Or. Après, vous allez avoir des petites références au château de la Loire parce qu'on va trouver des fleurs de lys, on va trouver des vitraux et on va trouver de la dorure. Et attention, parce que tout ce qui est doré, c'est vraiment doré. Il y a quelqu'un avec une petite brosse qui va faire de la feuille d'or pour recouvrir tout ça. On a également cette grande flèche dorée avec les escargots qui rappellent bien entendu les escargots de Bourgogne, typiquement français. Et surtout, ils créent un château de contes de fées qu'ils font rose pour contraster avec la météo parisienne, problème qu'ils n'avaient pas en Californie ni en Floride. Une exigence à la française associée au savoir-faire des Américains, pour qui tous les détails comptent jusqu'à son orientation. Le château, dans tous les parcs, est toujours orienté vers le sud. Comme ça, tous les visiteurs peuvent le prendre en photo, quel que soit le moment de la journée, parce que le soleil ne passe jamais derrière. Mais c'est à la nuit tombée, quand tout le parc s'illumine, que le château est éblouissant. 365 jours par an, il s'enflamme grâce à un son et lumière. Un spectacle qui a coûté plus de 10 millions d'euros. Un son et lumière plusieurs fois primé, meilleur spectacle nocturne au monde.
Je veux que dans mes parcs, le public s'amuse, rêve et oublie tous ses soucis. Je veux aussi que tout le monde y vienne, aussi bien les anonymes que les plus grandes stars, disait Walt Disney. 60 ans après, cette devise n'a jamais été aussi vraie. À tel point que Mariah Carey a choisi de s'y marier en grande pompe. Une cérémonie kitschissime qui avait eu lieu en 2013 dans le parc de Los Angeles. Allez, t'es prête? Si je touche mes cheveux, mon coiffeur va me tuer. Elle avait fait fermer le parc pour la nuit, une cérémonie estimée à $1,5 million. Aux États-Unis, les parcs deviennent de véritables scènes ouvertes pour des concerts exceptionnels qui attirent des dizaines de milliers de fans déchaînés. Et les plus grandes stars comme Justin Bieber, fan lui aussi, viennent s'y produire. Un lieu populaire tellement incontournable que les politiques aiment s'y montrer, comme Barack Obama, en quête de bons sondages. Bonjour tout le monde! Je suis très heureux d'être ici à Disney World. Un univers magique qui rassemble des millions de fans à travers le monde, comme ici à Berck, dans le nord de la France, où vit une famille tranquille. Dorothée, Philippe et leurs 3 enfants vouent un véritable culte au monde de Mickey. Valentin? Ouais. T'as un colis d'arrivée? Et Valentin, leur fils de 21 ans, vit cette passion jusqu'au bout. Merci. Bon, ça doit être mon Woody. Ah bah oui, le vlog. Ah. Un de plus à la collection. Oh, c'est pas grave. Il n'y a jamais de trop. Ça va? Oh, ce que je suis content de te voir. Ouais, il est neuf en plus, il n'y a rien du tout. Il est nickel. T'as plus qu'à le ranger? Ouais, il n'y a plus qu'à mettre avec les autres. Un Woody, la réplique miniature du cow-boy de Toy Story, le film qui a changé la vie de Valentin lorsqu'il avait 4 ans. Sa chambre est remplie d'objets qu'il a achetés et il en possède désormais plus de 200, ce qui représente une véritable petite fortune, malgré un salaire modeste pour ce jeune boucher. Là, j'ai mes tout premiers jouets. J'ai eu à l'âge de 1 an, 1 an et demi. Donc ceux-là, c'est les premiers. C'est mon premier Buzz, mon premier Woody, c'est vraiment ça qui a tout commencé, quoi, en fait. J'ai des éditions spéciales. C'est des jouets qui étaient banals à la sortie, mais maintenant qui sont assez rares. Maintenant, un Buzz comme ça peut monter jusqu'à entre 50 ou 60 euros. Valentin collectionne tout sur Toy Story, des jouets valant jusqu'à 400 €. Mais la pièce la plus précieuse à ses yeux est une lettre de John Lasseter, dans laquelle le patron des studios Disney et créateur de Buzz et Woody le remercie d'être fan depuis son enfance. En fait, j'ai une chance inouïe d'avoir ça de John Lasseter qui m'a répondu lui-même ça m'a vraiment fait plaisir et depuis, je l'ai toujours sur moi. Un besoin de se créer un monde parallèle et rassurant que le jeune homme aimerait bien voir s'animer. Moi, ce que je voudrais, c'est être un peu Andy et que tous les jouets du film soient ici entre eux. Ici Buzz l'éclair, je suis perdu au milieu d'humains. Venez vite me chercher. Ça m'est arrivé de me prendre pour Andy. Ça m'est arrivé même beaucoup de fois quand j'étais petit, ou ça arrive encore quelques fois quand je vois tous les jouets qui sont là. Je me dis en fait, je suis un peu comme lui, quoi. Mais Valentin n'aime pas seulement Toy Story. Depuis l'enfance, il voue aussi une véritable passion au parc d'attractions de Marne-la-Vallée. Je sais que si je vais au parc, malgré que j'ai 21 ans, je sais que je vais être comme un gosse, je vais regarder partout, je vais vouloir tout faire. Pour moi, c'est vraiment, quand je suis là-bas, je suis vraiment heureux, quoi. Une passion qui réunit toute la famille, transmise par ses parents Philippe et Dorothée, fans eux aussi, qui aiment s'y rendre dès qu'ils le peuvent. On se prive peut-être de vacances, mais on les emmène au parc. On a besoin d'aller là-bas pour se divertir, pour rêver. Décompresser. Voilà, et puis pour être ensemble surtout. Un sacrifice indispensable à leur équilibre, car pour eux, Disneyland est un moyen de resserrer encore plus leurs liens familiaux. Et maintenant votre ami, Walt Disney. Leur rêve, ils le doivent à un homme génial, Walt Disney.
Dans les années 50, il a déjà créé des dessins animés cultes comme Blanche-Neige, Bambi ou Peter Pan. Et aux États-Unis, c'est une superstar. Walt Disney a remporté 26 Oscars au cours de sa carrière, c'est plus que quiconque dans toute l'histoire du cinéma. Cet homme élégant et raffiné est pour tout le monde à l'époque un génie. Si Walt Disney n'est pas un génie, alors j'aimerais bien savoir qui va l'être. Comme rien n'est impossible pour lui et qu'il en veut toujours plus, après les dessins animés longs métrages, il décide de créer un monde idéal qu'il veut comme l'endroit le plus joyeux du monde. Depuis la naissance de ma seconde fille, j'ai décidé de passer tous mes samedis avec elle. Au début, j'emmenais Diane et Sharon dans des petits parcs publics où elles jouaient sur des vieux toboggans usés. Vous savez, en plus, ces endroits n'étaient pas très bien fréquentés. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une idée. J'étais là à manger des cacahuètes tout seul, en attendant qu'elles finissent, quand je me suis dit qu'il fallait que je crée un lieu où les parents et les enfants pourraient s'amuser ensemble. Au départ, il veut simplement faire une annexe de son studio de cinéma qu'il voulait appeler Mickey Mouse Park. Et c'est par la suite que son projet va se développer, il va avoir de plus en plus grand. Pourtant déjà riche, célèbre et à la tête d'un empire, son projet titanesque va complètement le dépasser, au risque de l'entraîner vers la faillite. Walt Disney, c'était vraiment un visionnaire. Il faut risquer, il faut travailler, on peut tout perdre, et si on perd, eh bien on se relève et on recommence. Il solde alors tous ses comptes en banque, vend tout ce qu'il possède, allant même jusqu'à hypothéquer sa propre villa. Mais là encore, il est loin des 17 millions de dollars qui lui sont nécessaires pour financer son parc. Il a effectivement pris un gros risque, et si jamais Disneyland avait été un échec, ça aurait été catastrophique. Oh, mais tu es là, Clochette. Dick, veux-tu présenter notre ami? Et maintenant, voici la fée Clochette. Il décide donc de s'associer à la plus grande chaîne de télé américaine qui lui demande en échange de présenter lui-même une émission depuis le parc en travaux. Un rendez-vous qui fera une énorme publicité pour l'ouverture de Disneyland. Ça va devenir le fameux rendez-vous de l'oncle Walt pour les familles américaines. Et avec ce succès, il va réussir à financer son parc. Nous sommes le 17 juillet 1955, à quelques kilomètres de Los Angeles. Après un an de travail acharné, le parc ouvre enfin ses portes. Bienvenue dans ce monde magique. Bienvenue. Toutes les stars d'Hollywood ont fait le déplacement et une foule énorme se presse aux portes. C'est un événement national retransmis en direct à la télévision. Tous les États-Unis sont au rendez-vous pour visiter le parc de Walt Disney. Il a décidé de créer son propre parc avec ses propres personnages, son propre univers, mais basé vers les nouvelles technologies. C'est quelque chose de révolutionnaire. Aucun parc au monde ne l'a fait avant. Dans un décor hallucinant, les premiers visiteurs n'en croient pas leurs yeux. Ils découvrent un nouveau parc de 37 hectares. Walt Disney se dit, eh bien, je crée ce parc, c'est l'image du pays le plus puissant du monde. C'est l'Amérique magique, l'Amérique qui n'existe nulle part que dans leur tête. Mais rien ne va se passer comme prévu. Les équipes de Disney n'avaient pas imaginé un tel monde. Victime de son succès, le jour de l'ouverture, des files d'attente de plusieurs centaines de mètres se forment sous une chaleur caniculaire. Le parc il pouvait contenir environ 30-35 000 personnes, il y avait plus de 50 000 personnes. Les équipes de Disney ne sont absolument pas prêtes à accueillir une telle foule. Construit trop vite car la survie économique de Walt Disney en dépendait, le parc est pourtant loin d'être achevé. Tomorrowland, la zone sur le futur, n'a pas été terminée à temps. Donc pendant les semaines précédentes, on a rapidement mis des drapeaux partout, une fusée par-ci par-là, et on essaye un petit peu de faire avec les moyens du bord. Et le public prend d'assaut toutes les attractions. On frise le drame à plusieurs reprises. Nombreuses sont les attractions qui tombent en panne ce jour-là également, car elles ne sont probablement pas à même d'accueillir tant de monde. Et surtout, ce sont des attractions qui, pour la plupart d'entre elles et pour l'époque, sont souvent révolutionnaires. Il ne faut pas oublier ça. Finalement, malgré tous les problèmes rencontrés, aucun incident grave n'est à déplorer. Ce 17 juillet 1955 reste un succès qui dure depuis 60 ans.
la véritable invention, le véritable génie de Walt Disney, ce sont ses personnages, dont l'incontournable Mickey. À seulement 27 ans, Walt Disney invente une petite souris qu'il baptise Mickey et à laquelle tout le monde peut s'identifier. C'est un petit personnage qui n'est pas du tout gentil, pas simplement gentil, il est facétieux, il fait plein de bêtises, etc. Mickey, un personnage légendaire créé il y a 87 ans, que seuls quelques artistes ont le droit de reproduire. Nous avons eu le privilège de rencontrer Fabrizio Petrosi, l'un des rares dessinateurs officiels de Mickey dans le monde. C'est un personnage qui est le symbole de Disney, il représente un peu le Disney même. Je dirais que c'est un personnage difficile à dessiner, oui. Au début, le personnage Mickey, il était très simple, il était beaucoup plus similaire à une vraie souris. Hein. Une fois qu'on a le nez, on commence à placer les yeux. Voilà, il faut qu'il y ait quand même cette distance, c'est très important. Et après, on peut placer le masque de Mickey sur les deux côtés. Vous voyez, c'est assez symétrique. Une fois qu'on a disons, cette partie-là, on peut commencer à dessiner la bouche. Après, avec le crayon, on fait des petits ajustements quand même. On améliore. On sculpte en fait le personnage. C'est comme si on faisait de la sculpture. Pour trouver la position des oreilles, il y a une espèce de triangle entre le centre et les deux parties de la sphère. Donc la position des oreilles sera... Voilà. Ça, c'est une vue de face qu'on va dire c'est la plus simple. Le dessin Disney, c'est un dessin qui, quelque part, il est basé sur des volumes pour permettre au personnage d'être animé. Et ça, c'est la base du dessin d'animation. Et Mickey, il était le premier, on va dire, la première star de l'animation qui avait ses règles. Walt Disney a trouvé son héros, mais il ne s'arrête pas là. Il a une idée qui va révolutionner le monde de l'animation, car à l'époque, les dessins animés ne durent jamais plus de 7 minutes. Il va tout changer. Il a été le premier à mettre du son dans les dessins animés, le premier à utiliser la couleur. Pour le tout premier Mickey, qui était le premier dessin animé sonore de l'histoire du cinéma, Walt Disney a prêté sa voix à Mickey. En réalité, les voix et les bruitages étaient enregistrés en même temps dans le studio en direct. Et donc, comme il n'y avait personne pour faire la voix de Mickey, Walt Disney l'a fait lui-même. Il décide de produire Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long métrage en dessin animé d'1h30. Grâce au succès de Mickey et à l'argent qu'il a pu obtenir grâce à la diffusion de ses films, il a pu financer Blanche-Neige et les 7 nains. Personne à Hollywood ne croit qu'on peut faire un long métrage, raconter une histoire d'1h15, 1h20 en dessin animé. Walt Disney est le premier, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il utilise un conte très populaire à l'époque, Blanche-Neige et les 7 nains. Personne ne le suit dans son projet. Le film coûte plusieurs millions et il n'a pas les fonds nécessaires. Il a dû hypothéquer sa maison, ses biens, et puis il a pu réussir à amener son projet jusqu'au bout et avec la réussite qu'on connaît. Il engage des centaines de dessinateurs et en 3 ans, sa société passe de 20 à 700 collaborateurs. Blanche-Neige, c'est plus de 2 millions de dessins entièrement produits à la main, réalisés sur 500 km de papier. 2 ou 3 fois, il frise la faillite. Il y a les employés qui disent « Mais écoutez, Walt, on ne va pas y arriver ». Donc il va à la banque et il négocie comme s'il était le petit cordonnier au coin de la rue qui va demander une avance à son banquier. Sauf que lui, il demande $1 million. À sa sortie en 1937, c'est au bord du gouffre financier qu'il présente Blanche-Neige à Los Angeles. Il y a laissé sa chemise, on lui disait que ça ne marcherait jamais. Ça a été un triomphe. Mettez-moi ça dans l'évier. Le film Blanche-Neige a fait de Walt Disney une immense star. Il a eu un Oscar et ça a été un tel succès que c'est vrai que dans cette période-là, il est passé devant Charlie Chaplin dans la popularité et particulièrement auprès du jeune public. À partir de là, les succès s'accumulent. En 20 ans, il produit des chefs-d'œuvre comme Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant et beaucoup d'autres. Mais alors, comment expliquer un tel succès? Y a-t-il une recette Disney? Chez Disney, les méchants sont vraiment méchants et antipathiques. Les bons sont vraiment bons et gentils et sympathiques. C'est que grâce au dessin animé, il peut faire passer tous les messages. Ce que décrivent les dessins animés de Disney, c'est un monde épouvantable. Si on se met à filmer avec des personnages réels, dans un décor réel, les films de Walt Disney, c'est insoutenable. Walt Disney va se servir de son histoire personnelle et de son enfance douloureuse pour raconter ses histoires.
Il n'y a jamais un papa, une maman, des enfants qui vivent dans un même toit, avec papa qui va au travail le matin, ça n'existe pas. Les seules personnes qui ont un boulot normal, qui vont au taf tous les matins, c'est les 7 nains. Ils vont à la mine, on chantera, on s'en va au boulot. Personne n'a jamais fait ça. Même chose dans Cendrillon, Bambi ou Le Roi Lion, la violence psychologique est poussée à son maximum, une violence que les enfants ne perçoivent heureusement pas. La bonne fée qui aide Cendrillon, elle-même, elle est d'une violence absolument terrible. Quand elle dit à Cendrillon, oui, tu vas aller au bal, mais attention, tu vas tout perdre si tu rentres pas à minuit. Si on dit ça à un enfant, c'est épouvantable. Mais comme dans tous les contes de fées depuis la nuit des temps, même si les histoires commencent mal, elles finissent toujours bien. Ça devait être le bien qui gagnait et le héros pouvait mourir à la fin, mais en tout cas le méchant était vaincu. Il y a toujours cet ADN Disney qui est présent, le bien, le mal. Une violence adoucie par une bonne morale et des histoires d'amours éternels qui continueront toujours de nous faire rêver. Et cette recette magique, les équipes de Los Angeles continuent à l'appliquer à Marne-la-Vallée avec le plus gros succès de Disney à ce jour, La Reine des Neiges, récompensée par 2 Oscars en 2014. Oh, je suis allée trop fort. Désolée, je voulais pas. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Je n'ai jamais été aussi heureux. J'ai toujours rêvé d'avoir un nez qui échoue. On dirait un tout petit bébé une corne. La Reine des Neiges, au box-office, réalise un peu plus de 1,2 milliard de dollars, ce qui écrase Toy Story numéro 3, qui jusqu'ici avait été le plus gros succès pour un Disney Pixar. Et donc aujourd'hui, le film qui a rapporté le plus d'argent, c'est La Reine des Neiges. Un triomphe inspiré d'un conte norvégien écrit au 19e siècle. À sa sortie, il est considéré comme le meilleur long-métrage animé depuis la disparition de Walt Disney. Un succès planétaire dû en partie à son titre phare, Libéré, délivré. Libéré, délivré, La Reine des Neiges, c'est la chanson la plus chantée à travers le monde pour un Disney, 27 langues. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Conceal, don't feel, don't let them know. De sentiments libérés, délivrés. Je ne mentirai plus jamais. Let it go, let it go. Turn my back and turn the door. Il fit merci, mais qu'est-ce qui libéré, délivré. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Il y a des versions japonaises, il y a des versions asiatiques, il y a des versions égyptiennes, marocaines. À travers le monde, c'est l'une des chansons les plus chantées et l'un des plus gros succès. Let it go, let it go. 더 이상 참지 않아. C'est tabac, c'est tabac. 一转身不再牵挂。 Un succès tellement phénoménal que les parcs aussi ont décidé de mettre Elsa à l'honneur. À Marne-la-Vallée, le public vient chanter en chœur avec elle et sa sœur Anna. Un spectacle préparé dans le plus grand secret pendant toute une année. Cathy, la chorégraphe en chef du parc, a accepté d'en dévoiler les coulisses. La réussite de La Reine des Neiges a attiré les meilleurs danseurs d'Europe, venus auditionner malgré une sélection drastique. On a vu à peu près 500 danseurs qui sont venus tenter la chance. On a fait 8 heures d'audition pour chaque danseur. Car seulement 24 artistes ont le privilège de danser sur la grande scène du parc. Nous allons faire 80 heures de répétition ici en studio. Et après, on va transférer ce scène et on va lier le côté technique, tout le média au niveau de vidéo, l'audio dans la salle. Ça va faire 1, 2, on se regarde.
La fille va regarder à 3, le garçon à 4, on revient à 5, à 6. Respiration et on va faire le petit cœur. Yes. Mettre au point ce spectacle a été un nouveau challenge pour Cathy, qui dirige toutes les chorégraphies depuis l'ouverture du parc. Là, ils viennent à l'oreille. Ouais. Tu veux qu'on arrête là? Non, non, c'est bon. Là, c'est grand derrière. Ouais. Là, c'est bien. Une main de fer dans un gant de velours, une organisation quasi militaire. Cathy impose un rythme de travail soutenu à toutes ses équipes. Rien ne se fait sans sa touche et son accord. C'est mieux, c'est mieux. Bravo. Voilà. Ben, bravo, continuez bien. Hein, au niveau d'apprentissage et on se voit très bientôt. Hein. Ouais, on continue à travailler. Ouais, et ce soir, on commence à continuer à faire la mise en scène. Tous les jours, 1300 personnes assistent à ce show. Un véritable marathon quotidien difficile à organiser, même pour Cathy, pourtant habituée aux grands événements. On est sur 12 spectacles par jour. Donc ça veut dire qu'on a 2 équipes par jour qui sont là sur scène parce qu'ils font chacun 6 spectacles dans la journée. Pour le spectacle de la Reine des Neiges, plus de 300 personnes ont été mobilisées. Costumiers, décorateurs, danseurs, chanteurs, tous ont travaillé dur pour être à la hauteur. J'appréhende un peu les premières fois, mais je sais que quand le show va être mis en place, le stress va redescendre jusqu'à la première et après, ça devrait aller. Chaque costume a été examiné sous toutes les coutures. Un souci du détail poussé dans toute leur création. Ça, c'est le premier sketch. Voilà. On partirait sur quelque chose en pli creux pour donner du volume. Comme ça, si elle tourne, l'ampleur va être assez sympa sur scène, l'effet visuel. Et ça va donner quelque chose de très vivant. Tu penses qu'elle va aller dans le public ou pas? Ouais, donc il y a des marches. Sur les escaliers. Donc il y a les escaliers, donc pas trop d'ampleur et en même temps pas trop longue. Pourtant habituée aux plus grandes maisons de couture, Isabelle, la chef couturière, déjà passée par Dior, Balmain ou Ungaro, a dû réaliser 150 costumes dans des délais très serrés. Moi, j'ai travaillé sur les couleurs pour être vraiment raccord au niveau des chaussures. Chaque personnage, chaque fille aura une paire de bottes différentes avec une référence, un rappel, un mix du costume complet. Un travail effectué par plus de 50 couturières. 6000 mètres de tissu, 10 000 mètres de froufrou pour les jupons et plus de 6000 boutons ont servi à la confection des tenues du spectacle. Il faut que tu imagines ça avec la capuche baissée. C'est magnifique parce qu'Elsa, elle est sur scène avec eux. Donc le bleu de le la bleu. robe d'Elsa, ça va refaire sortir. Ça sera juste un petit peu plus soutenu, exactement comme la robe d'Elsa en fait. Magnifique. On peut le voir ce mannequin, comment ça tourne. Des robes valant 700 € qui ont nécessité environ 20 heures de travail chacune. Pour être au point, tous les jours, les artistes répètent. 3 chanteuses suivent les conseils de Marina, la coach vocale, qui, elle non plus, ne laisse rien passer. Alors les filles, on va juste revoir un petit peu le haut de la pleine voix. On va faire quelques exercices comme ça, histoire de d'assouplir un petit peu. Hein, d'accord? Allez, on y. Et on va bien appuyer pour avoir le maximum de timbres. D'accord? Allons-y, bien timbré. Hein. 3, 4 et... Très bien. Allons-y alors pour la corps. Et bien sûr, elle répète le tube de la Reine des Neiges, Libéré, délivré. Sur
super contente de l'interpréter, quoi, parce que c'est le tube. Donc oui, la Reine des Neiges, tout le monde l'attend, quoi, libéré, délivré. Foi est pour moi le prix de la liberté. C'est bien les filles, super, génial. Ce spectacle est l'occasion pour ces artistes de voir leur travail acharné récompensé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Reine des Neiges que Valentin, sa petite amie Ludivine et sa famille sont venus voir, mais bien Buzz et Woody pour un week-end au parc. Plusieurs fois par an, Dorothée, Philippe et leurs enfants viennent se détendre à Marne-la-Vallée. Mais c'est la première fois qu'ils s'offrent un tel hôtel. Alors je vois une réservation pour 2 chambres pour une nuit. Un week-end qui démarre par la découverte de leurs 2 chambres. Allez-y. Voilà. Ce qui vous intéresse le plus, c'est les carrés de chocolat. Une mini-suite à 1 300 €, un énorme budget pour Philippe et Dorothée. Ça faisait longtemps qu'on voulait se l'offrir. Vraiment longtemps. Et puis, j'espère que vous êtes contents. Ah ouais. Puis au moins, on peut partager ça ensemble. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus beau. Pouvoir encore partager les choses avec ses enfants, même s'ils sont grands. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a quelques années, un autre fan résidait comme eux à l'étage supérieur. Bienvenue dans la suite de La Belle au Bois dormant, qui a été occupée par Michael Jackson et bien d'autres stars. S'il vous plaît. Une suite offrant tous les services haut de gamme d'un palace. Il avait l'habitude de venir souvent sur Disneyland Resort Paris et à chaque fois il séjournait dans cette suite. Un luxe à la française que la star venait chercher dans cette suite de 180 mètres carrés à 7 200 € la nuit. La chambre pour 2 personnes avec un lit king size ici. La partie salle de bain ici, je vous laisse découvrir. Une salle de bain en marbre rare d'Italie avec bain aromique. Tout a été fait sur mesure et dans des matériaux rares venant du monde entier. Passons dans la partie salle à manger. Vous pouvez voir, la table elle est assez grande pour recevoir beaucoup de monde ici. Nous avons une vue, je dirais, majestueuse sur le château de la Belle au Bois dormant. Fan du parc depuis son ouverture, Michael Jackson avait même tenu à laisser un souvenir personnel d'une grande valeur. Nous avons un secret dans cette suite, puisque sur ce piano, en dessous, nous avons la signature de Michael Jackson en souvenir. C'est le souvenir qu'il nous a laissé sur cette suite. Car sa passion pour Mickey remonte à son enfance. Toute sa vie, il s'est montré fan des parcs de Walt Disney, son idole, avec Charlie Chaplin. À tel point qu'il s'est créé son propre Disneyland de 1400 hectares chez lui, en Californie.
T'es prêt? On y va! Michael Jackson, fin des années 80, rachète un ranch et le baptise Neverland. Neverland, qu'est-ce que c'est? C'est le pays imaginaire de Peter Pan. Et pourquoi? Parce que Michael Jackson, depuis qu'il est tout petit, il est fan de Walt Disney. Une immense propriété avec un train, une gare, des dizaines de manèges, mais également un zoo peuplé d'ours, de lions, tigres, girafes et de crocodiles. Il n'y a pas de hasard si tout à coup les gens avaient donné comme surnom à Michael Jackson Bambi. Neverland, c'est un moyen pour lui de revivre cette enfance qui lui a été un petit peu enlevée. Une enfance meurtrie qu'on a souvent comparée à celle de Walt Disney. Michael Jackson a une vraie fêlure. C'est quelqu'un qui n'a jamais grandi d'une certaine manière, qui est resté un éternel adolescent. C'est pas du tout le cas de Walt Disney. Car le créateur de Cendrillon n'a pas, lui non plus, vécu une enfance dorée. L'enfance de Walt Disney fait pleurer. On est vraiment chez Dickens. Né en 1901, Walt Disney grandit près de Chicago. Dans une famille d'origine française remontant au XIIe siècle, son arrière-grand-père immigrera aux États-Unis en 1834. Le patronyme même de Disney, enfin nous disons Disney, les anglo-saxons disent Disney, ça vient de Disigny, c'est-à-dire qu'il s'agissait en fait d'une famille normande. Il est le 5e enfant d'une famille très modeste. Il a eu une éducation épouvantable et une enfance épouvantable. Son père va faire faillite, va changer de métier, la famille déménage, il est séparé de ses frères. Elias Disney, le père de Walt, est un homme d'affaires raté et alcoolique qui se venge sur ses enfants et particulièrement sur Walt et son frère Roy, en les brutalisant. Walt Disney a été un enfant battu. Lui et son frère ont été très malmenés. Le père était violent, battait ses enfants. Une enfance volée qui a forgé sa réussite et qui l'a poussé à se dépasser pour ne surtout pas ressembler à son père. Ça fait de lui un homme qui toute sa vie va être obsédé par le rebond, par la capacité à redémarrer, par une capacité phénoménale à prendre des risques. Toute sa vie, Walt Disney tentera d'oublier sa jeunesse. En se noyant dans le travail, allant même jusqu'à craquer à plusieurs reprises. Il va faire ce qu'on pourrait qualifier d'aujourd'hui de burn-out, c'est-à-dire un syndrome d'épuisement professionnel. Il abandonne son studio, il abandonne son entreprise, il dit aux gens qui travaillent avec lui, il dit « je sais pas ». Il se lève, il s'en va. Donc on arrête le travail parce que le patron a un coup de mou. Incapable de décrocher de son studio et grisé par ses succès, sa femme va alors le forcer à écouter les médecins. Son médecin va lui conseiller fortement de se trouver une passion, quelque chose qui peut le sortir un peu de son travail. Mais une idée va le sortir de la dépression, car, même malade, cet hyperactif ne peut s'empêcher de s'occuper. Il va aller très loin, il va se construire son train miniature. Il fait alors poser dans son jardin une voie ferrée de 850 mètres, un jouet qui devient très populaire chez ses amis les stars. Il était très fier de ce train, le gratin d'Hollywood venait chez Walt Disney pour aller faire un tour de train à vapeur. Aujourd'hui, ce train n'existe plus et la maison de Walt Disney a été mise en vente. Cette résidence de 3000 m² située au cœur de Los Angeles possède 8 chambres, 17 luxueuses salles de bain, une piscine dans un parc de 3 hectares, un court de tennis, un green de golf, mais aussi 3 salles à manger, 2 bars et 5 salons. Et même une salle de cinéma. Un joyau que sa famille ne souhaite pas garder et qu'il a mis en vente pour la bagatelle de 90 millions d'euros. Un homme avec une réussite pareille qu'il doit notamment à son caractère bien trempé. Car l'ami des enfants pouvait se révéler tyrannique aussi bien en privé que dans son entreprise.
Walt Disney est un homme extrêmement dur mais dépressif. Il est très avare en compliments, mais il est réputé pour faire sortir le meilleur d'eux-mêmes à ses collaborateurs. Disney, c'était quelqu'un de très conservateur hein, sur le plan politique et moral. Alors les témoins que j'ai pu rencontrer de l'époque, c'est-à-dire les grands animateurs de Disney, m'ont tous raconté qu'il pouvait être parfois colérique, mais qu'il était passionné, attentif. Un caractère implacable à l'origine de son succès et à l'image des hommes de sa génération. Il vit enfermé dans un monde, dans une société, dans une situation historique qui est extrêmement brutale avec lui. Et ça va se retrouver dans son comportement et ça va se retrouver dans ses films. Mais alors, qui était vraiment Walt Disney? La célèbre graphologue Sophie de Risbourg s'est penchée sur un manuscrit original et nous livre son analyse. Quand il voulait quelque chose, probablement, ça devait être tout de suite. Voilà. Et donc, probablement aussi un homme sujet à des colères, à des réactions assez brutales, quitte à le regretter après. Donc une forte personnalité, attachante, pas forcément facile à vivre probablement pour l'entourage. Il y a un côté quand même assez autoritaire, très probablement, très dictateur, au sens c'est comme ça et pas autrement. Il y a beaucoup de signes de violence dans l'écriture. Toute sa vie, Walt Disney a attisé les convoitises et les rumeurs. Des rumeurs dues en grande partie à son tempérament excessif et passionné. Walt Disney est une figure tellement hystérique, je crois que le mot n'est pas trop fort, qu'il a forcément prêté le flanc à toutes les rumeurs possibles. Tout a été dit sur lui, le meilleur comme le pire, le vrai comme le faux. Aujourd'hui encore, Walt Disney ne fait pas l'unanimité et chacun livre sa version sur cet homme mystérieux. On a dit qu'il avait eu sa carte au parti nazi. C'est la rumeur personnifiée. De fausses accusations sur le nazisme, mais d'autres rumeurs sont-elles avérées? Walt Disney a fait partie des gens qui a dénoncé beaucoup de collaborateurs, de réalisateurs, de techniciens à Hollywood au nom de l'anticommunisme. Et d'autres complètement invraisemblables. On dit qu'il s'est fait cryogéniser pour pouvoir revivre dans le futur. Non, Walt Disney n'a pas été cryogénisé, il a été incinéré. On peut toujours le visiter à Los Angeles. Certaines rumeurs sont anecdotiques. On dit qu'il se lavait les mains plus de 100 fois par jour. Et d'autres totalement absurdes. Il serait même un descendant des sorcières de Salem. Non, Walt Disney n'est pas le descendant des sorcières de Salem. Et il faut dire que le tempérament de Walt Disney ne pouvait que favoriser ce genre de rumeurs, puisqu'il a un côté hystérique. Il voulait tout, plus et mieux que les autres, et il prêtait le flanc à toutes sortes de fantasmes. Malgré son côté obscur, ce génie reste le maître incontesté de la magie et l'incarnation parfaite du rêve américain. Un rêve qui désormais a conquis le monde. Retour à Marne-la-Vallée où Valentin, sa petite amie et sa famille retrouvent enfin le parc après des semaines d'attente. Ça y est, on est enfin arrivé. C'est trop beau. J'adore, franchement. Vous êtes prêts? Oui. Alors on passe là ou on rattrape là? Ah, il y aura moins de monde là. On rattrape là? Bah oui. Bah oui, puis bah, On passe dans Main Street, hein. C'est plus gai. Hein. Ah ouais. Passage incontournable pour notre famille, Main Street, la rue principale du parc que nos habitués ont plaisir à redécouvrir, comme au premier jour. Ici, t'as le barbier, et là, t'as le dentiste. Une rue que Walt Disney avait voulu à l'image de celle de Marceline, la ville de son enfance, située au cœur du Missouri, dans le centre des États-Unis. Pour nous, c'est un décor de cinéma. Mais à l'époque, il y a des gens qui rentraient et qui se mettaient à pleurer en disant « Oh, c'est mon enfance !» Une reconstitution idéalisée de l'Amérique du début du XXe siècle. Vous avez donc la gare, la mairie, la bibliothèque municipale. Ici, vous avez la station-service. Vous allez trouver également des restaurants, des boutiques, bien sûr, mais tous les services dont vous aurez besoin pour vivre. Chaque façade de bâtiment a été soignée avec une multitude de détails accentuant le côté authentique. Même si lors de sa construction, les architectes ont employé des astuces venant des décors de cinéma. Au parc, on a ce qu'on appelle l'architecture du réconfort, c'est-à-dire qu'on vous donne l'impression d'être dans une ville, mais en fait, les bâtiments ne sont pas construits comme des vrais bâtiments. Et la façade du journal de Main Street en est l'exemple parfait.
Cette façade, elle est vraiment emblématique de la perspective forcée, à savoir que le rez-de-chaussée est à taille normale, et puis plus vous allez monter, plus c'est petit. Ça va tromper votre œil et donner l'impression que cette façade est beaucoup plus grande qu'elle n'est en réalité. En fait, vous avez un vrai rez-de-chaussée et un premier, deuxième étage qui sont de plus en plus petits. Parce que ça, c'est la technique du cinéma. Main Street, une rue de style victorien, une rue où tout n'est pas qu'en carton-pâte. Dans le parc, on peut tout faire, même se faire coiffer et se faire raser. Puisqu'ici, vous avez le vrai salon d'un barbier, reproduit à l'identique. Et comment on peut se faire raser? Parce que on a un vrai barbier à votre disposition. Sur Main Street USA, effectivement, c'est une vraie ville, donc vous pouvez vivre, vous trouverez tous les services dont vous aurez besoin pour votre quotidien de l'époque. Une rue que sont obligés de prendre les visiteurs qui rentrent dans le parc et qui les plonge immédiatement dans le monde souhaité par Walt Disney. Direction maintenant l'attraction la plus emblématique du parc pour Dorothée, Philippe, Valentin, Ludivine et ses sœurs. On va être ce Small World. Ah non, tiens, on va aller voir ça. Si, on va aller faire les poupées. Ce qu'ils appellent la maison des poupées, c'est l'attraction la plus ancienne, It's a Small World. Une attraction présente dans les 5 parcs à travers le monde, créée par Walt Disney lui-même en 1966, et voulue comme un hymne à la fraternité universelle. Allez, on va aux poupées. Ça y est, on y est. Une attraction composée de 280 poupées, 48 jouets et 250 accessoires animés représentant toutes les nationalités. Une mini-croisière de 10 minutes. Ça représente un monde de partage. C'est vraiment chaud au cœur de voir tout ce petit monde-là réuni. Et bon, c'est un plaisir de venir à chaque fois. La Maison des Poupées, une attraction féerique grâce aussi à sa musique It's a Small World. C'est déjà fini. On fait un tour? On fait un tour? Allez, on fait un tour. Ah non, il y a d'autres attractions à faire. Écrite en 1966 par les frères Sherman, compositeurs officiels de Walt Disney, It's a Small World est une chanson considérée à l'époque comme un air contagieux qui vide la tête. Un titre repris aujourd'hui par les plus grands orchestres symphoniques du monde. La musique chez Disney, c'est vraiment le centre de son histoire. La signature musicale de la maison Disney, ce sont vraiment de superbes mélodies, très orchestrées pour la plupart, avec grand orchestre, avec les cordes, avec des chœurs, avec des cloches, avec des harpes, et tout ça dans la plus pure tradition américaine de l'époque. Et avec Robert et Richard Sherman, Walt Disney a su dénicher les perles rares qui contribueront largement à son succès. Avec les frères Sherman, il y a eu une espèce d'alchimie incroyable. Ces deux frères qui étaient à demeure à côté du bureau de Walt, en train de travailler sans arrêt, sans relâche sur les films de Disney, ont marqué vraiment l'histoire de la musique de Disney. Parce qu'une des idées géniales de Walt Disney, c'est d'avoir apporté de la musique dans ses longs métrages. Disney n'est pas un audiophile, c'est pas un passionné de musique, mais il a le sens de la musique. C'est-à-dire qu'il ne pense pas « je fais des films pour les enfants, je vais mettre de la musique pour les enfants ». Il pense « je fais un film ». Des histoires avec des animaux qui parlent, ce n'est pas nouveau. Jean de La Fontaine l'avait déjà fait dans ses fables au XVIIe siècle. Mais inclure une chanson dans une histoire, ça, c'est une révolution. Disney a eu l'intelligence d'avoir compris que le marqueur musical était important. Et quasiment tous les grands Disney ont une mélodie, une chanson, au moins une, phare. Du Livre de la Jungle au Roi Lion, aux Aristochats, en passant par La Petite Sirène ou encore Réponse, tous ces films ont une chanson culte qui reste gravée dans nos mémoires. La musique, c'est Disney. Ce n'est pas uniquement un accompagnement. C'est de la chanson. C'est de la vraie chanson. Oh, whoopidoo, je voudrais
calmez-vous, faire comme vous tous. Les rêves qui sommeillent dans nos cœurs. En France, Ben l'Oncle Soul, Alizé ou Élodie Frégé reprennent des standards Disney. La nuit habille nos chagrins de bonheur. Mais le tube des tubes, composé il y a 78 ans et toujours repris par les plus grandes voix, c'est évidemment celui de Blanche-Neige. Un jour, mon prince viendra. C'est la chanson vraiment emblématique de tout l'univers de Disney. Dans son château heureux comme avant. Là, on est devant un immense standard. On est devant un titre qui va être repris par les pianistes de bar, mais qui va être aussi repris par toutes les chanteuses de grand orchestre, dans les cabarets, dans les théâtres, dans les music-halls. Des chansons qui permettent d'adoucir la dureté des histoires et masquer la souffrance que subissent les personnages. Il est bien possible que Disney n'ait pas voulu faire des films pour des enfants, mais au contraire, de faire quelque chose pour des gens comme lui, qui n'ont pas eu d'enfance et donc pour qui l'enfance ne s'est jamais terminée. Un jour, mon prince viendra. Mais qu'est-ce que ça raconte? C'est cette pauvre fille qu'on a balancée là-bas dans la forêt et qui est en train de parler à des lapins. Mais rendez-vous compte, elle parle à des lapins. Cette réalité, on met de la musique et c'est absolument magnifique. Des mélodies intemporelles et tellement ancrées dans les mémoires qu'on en oublie le plus souvent leurs interprètes. Les titres sont des standards. Alors de temps en temps, vous avez des interprètes illustres. Mais les titres sont plus forts que les interprètes, bien entendu. Mais des titres capables de booster des carrières, comme celle de Céline Dion, totalement inconnue du public américain, à la sortie de La Belle et la Bête en 1992. Le fait que Céline Dion chante la chanson de La Belle et la Bête l'a clairement aidé à breaker le marché américain. Parce que tout à coup, vous êtes dans les familles. Vous êtes dans les familles. Vous touchez les adultes, vous touchez les ados, vous touchez les beaux. Alors maintenant, soyons bien clairs, il y a quelques interprètes historiques qui ont marqué Disney. Le Roi Lion, c'est Elton John. Bon, et puis là, l'interprète, il marque. Bon, ça a été d'ailleurs un des plus gros tubes. Une chanson emblématique qui vaudra à Elton John un Oscar en 1995. Un Oscar qu'il aurait pu ne jamais recevoir car au sein même des studios, personne ne misait sur ce film. Chez Disney, on n'y croyait pas lorsque l'on fabrique ce film. Donc il n'y a pas un énorme budget, ils ont fait ça dans leur coin. C'est le premier film et le seul film où il n'y a aucun humain. C'est pas la structure habituelle des Disney. Mais cette chanson n'est pas la seule raison du succès du Roi Lion. Et ce film-là, grâce à une chanson, notamment Hakuna Matata, va faire un carton. Des tubes mondialement connus à tel point que la jeune génération aime les réinterpréter. À l'image de Camille Lou, qui reprend elle aussi La Belle et la Bête en duo avec Garou. On en rêve tous de chanter du Disney et puis de devenir une princesse Disney, j'ai envie de te dire. C'est un peu vivre un conte de fées. Donc oui, on rêve tous de vivre un conte de fées. Et si tout le monde aime les reprendre, c'est pour une raison toute simple.
Les chanteurs aiment reprendre des standards parce que ça marche. Déjà, un chanteur qui chante un bide, il sera un peu idiot. Mais pas seulement. Car pour certains interprètes comme Olympe, ce monde féerique est une passion depuis l'enfance. Pour moi, les chansons Disney, c'est intemporel. Je veux dire, je regardais Aladdin quand j'étais petit. J'ai usé la cassette au point où elle fonctionnait plus à la fin. I can show you the world, shining shimmering. Ce rêve bleu, un titre lui aussi récompensé par un Oscar en 1993. Now when did you last let your heart decide? T'as toujours cette magie dans les chansons de Disney qui fait qu'elle sera toujours aussi belle, même dans 50 ans. Un titre devenu lui aussi un standard grâce à la reprise de Peabo Bryson et Regina Belle. Et puisque la machine Disney réussit à faire vivre des chansons fortes, bientôt émerge l'idée de promouvoir de jeunes artistes pour les chanter. C'est ainsi que naît toute une génération de bébés Disney. À commencer par Miley Cyrus, révélée par la série Hannah Montana. Miley Cyrus, c'est 140 millions de dollars en fait, de recettes suite à cette série, donc c'est énormément d'argent. C'est la star qui a gagné le plus d'argent de l'écurie Disney. Mais bien avant Miley Cyrus, l'écurie avait révélé d'énormes stars comme Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, mais aussi le comédien Ryan Gosling, ou encore Selena Gomez et Lindsay Lohan. Mais grandir dans le monde doux et ouaté de Mickey pose problème, car les contes de fées ne durent qu'un temps. Ils savent bien qu'ils ont deux solutions. C'est-à-dire que quand leur public va arrêter de regarder la chaîne sur laquelle ils sont en train de chanter des chansons pour enfants, soit ce public cesse de les regarder définitivement et il n'existe plus, soit il faut qu'ils arrivent à suivre le public, il faut qu'ils arrivent à sortir de la chaîne pour enfants. Car si les héros des dessins animés ne vieillissent pas, pour ces enfants stars, quand arrive l'âge adulte, les choses se corsent. Il y a le rejet de ce qu'on a fait quand on était bon. Il faut grandir en même temps que le public. Mais la plupart vont se brûler les ailes. Un besoin de prouver à leurs fans qu'ils ont définitivement quitté l'enfance pour devenir enfin d'authentiques stars rebelles. Pour casser leur image, comme pour rejeter la vie stable qu'ils avaient chez Mickey, presque tous ces enfants stars ont pris un mauvais chemin à leur sortie de l'écurie. Lindsay Lohan, elle explose en plein vol. Le tournant de l'âge adulte, elle n'a pas réussi à le prendre. Elle, à partir de 18, 20 ans, elle pète un câble et elle enchaîne sur de désintox, vol à l'étalage, enfin c'est d'une grande n'importe quoi. Lindsay Lohan, c'est vraiment l'archétype de ce problème des enfants stars qui pètent un plomb au tournant de l'âge adulte. Une culture de la provoque que Miley Cyrus semble avoir épousée après avoir quitté l'écurie Disney, avec des provocations calculées qu'elle gère d'une main de maître. Miley Cyrus, c'est du marketing 100% sexuel, concrètement. Oui, elle est vulgaire, oui, elle fait des trucs obscènes, mais en même temps, c'est la culture de cette génération et c'est surtout la situation dans laquelle vit cette génération. Si Justin Timberlake, si Miley Cyrus, tout cela, ils ont chanté pour les enfants. Et ils sont comme tout le monde. Ils ne restent pas enfants toute leur vie. Sortir de l'adolescence quand on a été une égérie Disney, Hi Mickey Mouse. Swallow. Tu nous donnes toujours le tempo. c'est aussi ce qu'a vécu Douchka, la célèbre ambassadrice de la marque dans les années 80 en France. En 1984, en une chanson, elle devient une énorme star grâce à son titre Mickey, Donald et moi, qui se vendra à 400 000 exemplaires.
J'avais un succès phénoménal partout en France et d'ailleurs, j'avais beaucoup de joie. J'ai eu la chance d'être dans une lumière extraordinaire qui est celle de cet univers et elle est unique au monde. La preuve, c'est que c'est immortel. Douchka enchaîne alors les tubes. Elle est reçue à l'Élysée et sur tous les plateaux de télé, mais reste un ovni dans le show business des années 80. Douchka, la nouvelle reine de l'univers de Walt Disney. J'étais un personnage comme ça, j'étais un peu E.T. sur les plateaux de télé, on me regardait comme ça. Je voyais Marc Lavoine, Patrick Bruel qui me regardaient avec des yeux admiratifs. Ils me trouvaient, je pense, d'après leur regard, plutôt à leur goût. Mais son succès fulgurant l'écrase et le rôle d'éternelle adolescente lui pèse. Sa féminité naissante est incompatible avec l'univers asexué de Walt Disney. Je voulais faire du Disney, mais je voulais mettre des combinaisons lamées, sexy. J'étais canon, hein. J'avais envie de retirer ma barrette, j'avais envie de retirer mes boucles, j'avais envie de raccourcir mes jupes. Je voulais montrer ma féminité, je voulais être sexy mais glamour. Pourtant, son équipe s'y oppose formellement et lui déconseille de prendre un virage trop sexy. On m'a tellement bridée qu'à un moment donné, j'ai pété les câbles. J'ai dit ciao. Après 5 ans de bons et loyaux services, elle craque et abandonne le monde des chanteuses pour enfants. J'ai fait le choix de partir parce que j'avais eu vraiment une surexposition médiatique et j'en souffrais. La surexposition, c'est carrément un coup de soleil, quoi. Et ça brûle, ça fait mal aussi parce qu'on ne sait plus qui on est. Un rêve est un souhait qui vient du cœur. C'est bien vrai, ça. La fontaine de Cendrillon. Sans Mickey à ses côtés, Douchka commence alors une vie de vache maigre dans l'ombre de ce show business qui lui tourne le dos. C'est une période où je me suis retrouvée sans rien. J'avais même plus... à un moment donné, j'ai carrément perdu ma maison. Mes enfants sont partis vivre chez le papa. Ma fille chez ma mère. Enfin, ça a été 3 ans durs pour moi où je me suis retrouvée sans rien. En toute honnêteté, je ne pensais pas que la route serait si longue et si difficile. Une période difficile qu'elle a surmontée depuis grâce à sa passion pour le spectacle. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que rien n'est impossible. Et je suis une battante, donc tant que j'aurai la force, le rayonnement et l'énergie de me battre, je me battrai pour mes rêves, tout simplement. Pourtant, malgré ses souffrances et ses désillusions, pour Douchka comme pour les autres, la magie Disney opère toujours. Tout est beau, tout est magique. On voit, les plantes, elles sont encore plus belles ici qu'ailleurs. Elles sont... Voilà, elles se plaisent, il y a une belle énergie. Et s'il en est une qui bénéficie aujourd'hui de l'énergie magique du monde de Walt Disney, c'est bien Martina Stossel, plus connue sous le nom de Violetta, le personnage qu'elle incarne dans une série télévisée musicale. Violetta, c'est une gamine incroyable. Hein. Violetta a débarqué sur nos écrans en septembre 2012 et direct, ça a été la folie. Une série d'abord diffusée en Argentine, destinée à rester confidentielle, mais qui peu à peu va devenir un phénomène mondial, grâce à une recette pourtant toute simple. Le pitch de Violetta, c'est quoi? C'est en fait une gamine, 14 ans, qui débarque de Madrid à Buenos Aires pour faire une école d'art. Danse, musique. Violetta, c'est de la télé-réalité, avec des profs dans des collèges qui sont dingues et dont on ne peut pas se débarrasser. Avec des profs qui sont extraordinaires, qui sont merveilleux, qui sont fabuleux, avec des copines de classe qui sont d'absolues salopes, avec des copines de classe qui sont des filles super sympas. Et alors qu'elle sort à peine de l'enfance, Martina devient la nouvelle icône Disney. Violetta, c'est une star mondiale, internationale. Le show, je crois, est diffusé dans 140 pays. Enfin, c'est un truc dingue. Traduite dans 16 langues, la série est regardée à travers le monde par près de 50 millions de personnes, et plus particulièrement par les 8-12 ans, qui en apprécient les valeurs. De la musique, de l'amour, de l'amitié, des inimitiés. Et voilà, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est être star, faire une école, danser, chanter, c'est ce dont rêvent toutes les petites filles. Et elle incarne vraiment ce rêve-là. Et le jeune public français ne déroge pas à la règle. Pour sa tournée en septembre 2015, les fans se sont arrachés les billets de ses concerts.
Violetta, c'est quand même 20 000 billets vendus en une journée en France. Il n'y a quand même pas beaucoup d'artistes qui peuvent se darguer de vendre aussi vite autant de billets. Et dans le sillage de son succès planétaire, la jeune star a entraîné sur scène avec elle un jeune Français, Damien Loretta, son partenaire pour la 3e saison. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy, y no voy a parar ni un Il nous raconte comment il a intégré la série sans trop y croire. Nada puede pasar. En arrivant sur la série, je ne savais absolument pas que c'était un phénomène planétaire. Je ne la connaissais pas, Violetta, donc j'étais pas dans le truc. Je n'avais pas appris bien mes chansons, je n'avais pas bien travaillé mes castings. Alors pour se donner toutes ses chances, Damien va même jusqu'à berner les très exigeantes productions américaines. Je parlais pas spécialement anglais et encore moins espagnol, et donc je leur ai fait croire que je parlais espagnol. J'apprenais tout phonétiquement. C'était drôle, vraiment j'étais un menteur. Et voilà, ils m'ont fait confiance, ils sont fous. Et c'est l'occasion pour le jeune chanteur de côtoyer la star dans son intimité. Martina, dans le privé, elle est très simple. Elle est adolescente de 18 ans, elle aime sortir avec ses copains, etc. Mais les sorties entre amis sont rares pour la chanteuse qui consacre toute son adolescence à l'univers Disney. On la voit très peu aussi en dehors parce qu'elle est jeune, elle travaille beaucoup, elle vit à 2000 à l'heure. C'est un personnage industriel. Elle tourne démesurément. À un moment, on disait qu'elle avait déjà tourné 8 fois plus que Marilyn Monroe dans tous ses films. Mais c'est vrai qu'il y a des centaines d'heures de fiction, il y a des centaines d'heures de shows télévisés. Comme presque toutes les séries des productions Disney, Violetta n'a duré que quelques saisons. Alors après sa tournée internationale, Violetta redeviendra Martina Stossel. Mais comme Britney Spears, Miley Cyrus ou encore Lindsay Lohan, elle est rentrée elle aussi dans la légende. Retour à Marne-la-Vallée pour retrouver notre famille de fans. C'est enfin le moment tant attendu de la parade, l'un des autres symboles forts des parcs dans le monde. Oh les princesses! Viens, il y a la Reine des Neiges! La parade, l'une des autres passions de Philippe et Dorothée, un rituel qu'il ne manquerait sous aucun prétexte. La parade, de toute façon, c'est tout ce qui nous a fait rêver étant enfant, tous les personnages qu'on aime, ils sont tous présents à cet instant-là. Et c'est un moment incontournable, on ne peut pas le manquer. La parade, le moment phare de chaque journée au parc. Un spectacle de rue composé de tous les personnages des dessins animés qui défilent au pied du château, tous les jours pendant 25 minutes. 3 ans de travail ont été nécessaires pour créer cette vitrine du rêve inventée par Walt Disney lui-même, qui nécessite plus de 100 danseurs mobilisés autour de 10 chars totalement articulés. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de bout. Tout est bien, tout est parfait. On est toujours surpris de la beauté des choses, de la façon dont c'est fait. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et pour Valentin, le moment le plus attendu est bien sûr le passage du char de Toy Story avec ses héros préférés, Buzz l'éclair et Woody. C'est l'un des meilleurs moments de la parade. Mais cette parade nécessite une organisation parfaite et millimétrée. Tous les jours et par tous les temps, les chars et les danseurs défilent en plein air. Des chars imaginés par Emmanuel, chorégraphe des parades, qui en coulisses revient sur leur construction et leur complexité. Au début, on a notre séance de brainstorming, on les appelle Blue Sky, ciel bleu, il fait beau, il n'y a pas de nuages, allez hop, on y va. Je veux 500 danseurs, je veux
18 000 chars. Puis d'un coup, on se dit, ah, voici le budget. Bon, on va avoir 7 chars, et puis on va avoir 100 performeurs, et puis Mickey et ses copains, et puis bah voilà, on va commencer comme ça. Ça, c'est le plus gros char de la parade. C'est le grand final. Ce char représente tous les icônes Disney, c'est-à-dire Mickey, Minnie, Donald, Tic et Tac, Dingo, jusqu'à la fée Clochette derrière, qui est la dernière surprise de la parade. Mais alors, comment conçoit-on le char final avec Mickey? Ça a été un super challenge parce qu'en fait, c'est un char qui servait pour une autre parade avant. Comment transformer un char? Avant, c'était des rochers, c'était là où les princesses évoluaient. Et on s'est dit, mais comment faire? Et d'un coup, j'ai dit au designer, j'ai dit, et si on changeait toutes les couleurs? Et déjà, je pense que le public ne reconnaîtrait plus. Mickey se situe là-haut, c'est vraiment, il domine comme ça, c'est le summum, le grand final. Je me suis dit, allez, on va partir sur l'histoire de Fantasia. Et donc là, on retrouve un peu le petit gazebo du passage des faunes dans Fantasia. Et comme toujours, rien n'est laissé au hasard. Des détails que le public ne soupçonne pas, car pour la parade, tous les sens sont stimulés jusqu'à l'odorat. Sans vous en rendre compte, par exemple, quand vous passez devant le char de Pinocchio, vous avez des odeurs de cire, de bois, et c'est presque subliminal. Quand Alice au Pays des Merveilles passe, c'est les odeurs de sucre, baba papa. Donc encore une fois, même moi, la première fois, ça m'a bluffé. On a des odeurs d'iode aussi quand on parle de la mer, comme Peter Pan. Mais ce que les spectateurs ne voient pas non plus, c'est l'énorme logistique mise en place par les équipes cachées dans la foule pour faire de ce rendez-vous un spectacle parfait et totalement sécurisé. Il y a aussi un encadrement, il y a tous ces gens qui sont cachés dans la foule et qui permettent de vérifier à ce que les chars soient aux bonnes distances les uns des autres. Ils ont des petites lanternes que personne ne voit avec des codes pour parler aux chauffeurs des chars. Donc voilà, tout s'opère comme ça dans le secret pour que tout soit nickel. Et encore une fois, la sécurité en premier. Mais ce n'est pas seulement la parade que Valentin attend depuis le début de sa journée. Il ne désire qu'une seule chose, plonger dans l'univers de Toy Story, qui le fait rêver depuis sa plus tendre enfance. Passage obligé, les magasins entièrement consacrés à sa passion, car il pourra compléter sa collection de 200 figurines de Toy Story. Tout ce qui est ici, je l'ai. Ça aussi. Tout sauf ça parce que c'est pas à ma taille, sinon je l'aurais eu aussi. Et ça, je l'ai pas, je vais le prendre. Oh, moi, j'aime autant qu'il ait une passion comme ça que de dépenser l'argent à tort et à travers. C'est pour lui, c'est son plaisir. Hein? Ah bah oui. Et pour aller jusqu'au bout de sa passion, Valentin se rend dans l'espace dédié à son dessin animé préféré. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Il est l'heure de décoller pour l'aventure. Bah, c'est mon monde à moi. C'est le monde que j'ai en miniature chez moi, bah, il est ici en grand. Mais alors que s'achève la journée, un événement va tout changer. Les héros de son enfance, Buzz et Woody, qu'il n'avait vu qu'une seule fois lorsqu'il était petit, viennent à sa rencontre. Passé la surprise, Valentin retombe en enfance et joue avec eux au milieu de la foule. Mais très vite, Valentin est complètement gagné par l'émotion. C'est émouvant de retenir. Ouais. Il ne peut retenir ses larmes. Il retrouve enfin ses amis et réalise son rêve d'enfant. C'est mes meilleurs amis. Un rêve que partage Dorothée, sa maman, émue comme lui devant les amis de son fils. Je l'ai vu tout petit et maintenant le voir là avec ses personnages préférés, c'est que de l'émotion et que du bonheur. Je t'y attendais pas. Tout comme les millions de familles qui visitent chaque année le parc de Marne-la-Vallée, ce moment restera gravé à jamais dans leur mémoire grâce à cet univers féerique créé il y a 60 ans par Walt Disney.
Chihuahua. Yeah.